13 heures à Radio Sénégal, le journal avec Ibrahim Sadi et Marianne Senghor. Bonjour Ibrahim Sadi. Bonjour Marianne Senghor. Alors, quels sont les titres de cette édition? Bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette attaque à main armée signalée dans le département de Kaolack au village de Keur Malik Diaw. 3 personnes, dont une femme, ont été blessées. Dans leur fuite, les malfaiteurs ont emporté la somme d'1 million de francs CFA. La suite de l'audition du maire de Dakar devant les éléments de la brigade des affaires générales de la police entendu hier, Khalifa Sall repasse pour s'expliquer sur sa gestion de la caisse d'avance de son institution. Et puis la carte scolaire de Ziguinchor et Sédhiou renforcée. 22 collèges et 8 écoles élémentaires seront construits et équipés dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de l'éducation de base. Dans le monde, aux États-Unis, Donald Trump durcit la règle et ouvre la voie à l'expulsion massive des sans-papiers. Désormais, aucun n'est à l'abri selon les nouvelles consignes édictées par l'administration Trump. Dans la deuxième partie du journal, on aura le sport avec Tanda Khandiaï et la revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. L'insécurité dans le Saloum, une attaque à main armée a eu lieu au village de Keur Malik Diaw. Et c'est un groupe d'individus non encore identifiés qui s'est attaqué à Mamadou Diop et voisins en portant la somme d'1 million de francs. Les malfaiteurs ont tiré des coups de feu et blessé 3 personnes. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous dit Daouda Badiane. C'est dans la nuit du lundi au mardi, vers 1 heure, qu'un groupe d'individus non encore identifiés a fait irruption dans le village de Keur Malik Diaw Wolof, commune de Keur Baka. Les malfaiteurs bien armés se sont introduits dans la maison de Mamadou Diop qu'ils ont brutalisé. Ils ont emporté 1 million de francs CFA que Mamadou Diop avait entre ses mains. Au moment du forfait, Mamadou Diop et quelques-uns de ses voisins alertés ont tenté de s'opposer, mais c'était avec l'aide d'armes à feu que les malfaiteurs les ont tenus en respect. Mamadou Diop, Moussa Saro et la dame Ndeye Diallo sont grièvement blessés par les coups de feu tirés. Moussa Ndiaye, ancien maire de Keur Baka, lui-même victime de la dernière attaque à main armée à Ndofane, sollicite le renforcement de la sécurité en milieu rural. Les gens sont fréquemment menacés. Il faut renforcer la sécurité pour que les forces de l'ordre soient donc à proximité des populations. Regardez dans toutes ces comtés de Ndofane, il n'y a que des brigades telles de Nioro et celles de Kaolack. À mon avis, ils sont très éloignés, donc il faudrait donc qu'il y ait des forces de dissuasion. Cette attaque énième du genre dans la zone a plongé les populations du Lagem dans l'inquiétude. La gendarmerie a ouvert une enquête. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Merci Daouda Badiane. Retour à Dakar pour parler de la suite de l'audition de Khalifa Sall à la police. Oui, le maire de Dakar est entendu depuis hier par les éléments de la brigade des affaires générales de la police. Khalifa Sall qui doit s'expliquer sur sa gestion de la caisse d'avance de son institution. En direct du palais de justice, notre reporter Demba Diao, bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi. Khalifa Sall auditionné sans la présence de ses avocats, c'est ça? Tout à fait Ibrahim Sadi, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est arrivé ici au palais de justice de Dakar à 11h05 précisément, habillé en boubou blanc et avec son bonnet blanc. Il était accompagné de deux de ses avocats, maître Cheikh Khoureyssi Ba et maître El Hadji Diouf, et de quelques-uns de ses souteneurs. Ils ont tous été bloqués devant la porte d'entrée de la brigade des affaires générales BAG en démembrement de la digue qui se trouve ici au palais de justice de Dakar, où est auditionné le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, qui est entendu par les enquêteurs de la division des investigations criminelles dans l'affaire des fonds de la caisse d'avance de la mairie qu'il dirige depuis 2009. Aujourd'hui, Ibrahim Sadi, ses partisans sont moins nombreux comparés à hier, à la même heure en tout cas, ici au palais de justice de Dakar, Demba Diao pour Radio Sénégal. Voilà, merci à vous Demba Diao. À la suite des informations. Voilà, le ministre de l'Habitat, du cadre de vie et du renouveau urbain qui était hier dans la banlieue. Et là-bas, Marianne, le ministre a constaté de visu l'état d'avancement des chantiers en cours. Il en ressort que le taux d'exécution varie entre 11 et 80%, des disparités liées aux lenteurs notées dans les opérations de déguerpissement. Voici Diane Farbassar au micro d'Ali Ndiaye Diouf.
C'est vrai, cette lenteur en partie est due donc au problème de désencombrement préalable qui doit se faire et qui n'est pas fait. Et donc là, vraiment, nous allons nous y atteler vraiment pour régler ce problème. C'est fondamental. Et puis bon, on n'a pas eu le problème d'exécution avec des procédures longues. Mais en fait, ce n'est pas cela. Pour nous, le problème est qu'il y a des problèmes de désencombrement. Vous désencombrez, l'entreprise ne travaille pas, il récidive. Et c'est ça le problème. Et maintenant, je pense que nous avons parlé avec l'entreprise. C'est un problème qui sera réglé très prochainement. Et ils ont dit qu'ils vont terminer le travail dans 3 mois. 3 mois, je pense que c'est un délai raisonnable et tous les projets quand même, bon, s'ils terminent dans 3 mois, il n'y aura pas de problème. Vous savez, moi j'ai reçu actuellement 95 demandes des maires. 95 demandes pour qu'on les accompagne dans le cadre du, parce que vous savez, les maires aussi n'ont pas les moyens, ils ont des droits de budget limités. Donc, c'était le ministre de l'Habitat, Diène Farbassar. La commune de Pire aura bientôt un nouveau marché et un hôtel de Villeneuve. Et l'annonce a été faite par le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Abdoulaye Diouf Sarr a d'ailleurs procédé à la pose des premières pierres de ces futures infrastructures. Et c'est un montant de 200 millions de francs CFA qui sera investi pour ces 2 projets. La durée d'exécution des travaux est de 9 mois, nous dit Aminata Djei. Pire dans l'ère de nouvelles infrastructures, cette commune du département de Tivaouane sera dotée d'un nouveau marché et d'un hôtel de ville flambant neuf. 2 ouvrages qui seront réalisés dans le cadre de l'exécution du programme de construction de sièges et d'infrastructures socio-économiques au bénéfice des communes et départements. Il est mis en œuvre par le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Les 2 pierres symboliques des futurs marchés et hôtels de ville de Pire sont posées par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Grâce à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée signée avec la GETI, mon département réalise de nombreux projets dans le territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Pire pour procéder à la pose de la première pierre du futur hôtel de ville et du marché de la commune. S'il est vrai que la commune de Pire disposait d'une maison communautaire, cette nouvelle construction sera d'une dimension plus importante et donc plus en phase avec les ambitions et le statut de Pire commune Carrefour. L'ancienne maison communautaire pourra ainsi, au terme des travaux, intégrer le patrimoine bâti de la commune de Pire. Ces 2 projets, à leur achèvement, devront modifier le paysage de la commune de Pire. Ils seront en phase avec les ambitions et le statut de Pire, commune Carrefour. Le marché et l'hôtel de ville de Pire seront construits grâce à un montage financier de 200 millions. Avec la GTIP, Aminata Djei, Thiès, RTS. Radio Sénégal à Ziguinchor, 98.9. 22 collèges et 8 écoles élémentaires seront construits et équipés dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou. Et c'est dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de l'éducation de base. Il faut ajouter, Marianne, que ce projet a mis également à la disposition des cellules d'animation pédagogique des 2 académies et du matériel informatique pour booster la qualité des enseignements-apprentissages. Le compte rendu de Alun Ndiaye. 104 ordinateurs, 693 tablettes, 138 vidéoprojecteurs, entre autres matériels que le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, PAYEBCA, a mis à la disposition des académies de Ziguinchor et de Sédhiou. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, cette dotation est le fruit d'un changement d'approche par le recrutement d'une assistante technique résidente qui a travaillé avec les inspections de l'éducation et de la formation, les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation et les cellules d'animation pédagogique au niveau des établissements pour assurer la formation continue des enseignants, mais en même temps améliorer les méthodes pédagogiques. L'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheikh Faye, assure que ces outils vont être judicieusement utilisés. Le premier volet sur lequel l'académie devra agir, c'est vraiment la formation des enseignants, la formation des inspecteurs chefs de district pour vraiment une bonne appropriation de ces outils. Ces outils permettront d'accéder à des ressources à distance, mais également de filmer des prestations qui pourront être exploitées lors de ces animations. En plus de l'amélioration de la qualité des apprentissages, le PAYEBCA a 2 autres composantes. Serigne Mbaye Thiam. Il devrait permettre, entre autres, de construire 22 collèges et 8 écoles élémentaires complètes pour résorber des abris provisoires. Le 3e volet concerne la mobilisation sociale qui a été confiée à une ONG, l'ONG Aide et Action, qui est chargée donc de faire tout le plaidoyer, tout l'encadrement au niveau des communautés pour que les communautés se sentent concernées par le projet. Le PAYEBCA est financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement.
Voilà donc, c'était Alioune Ndiaye de la direction de la radio-télévision scolaire. Non loin à Sédhiou, le catholique Relief Service joue sa partition dans la lutte contre les conflits liés à la gestion des ressources naturelles en Casamance. Et en effet, le CRS vient de mettre en œuvre un projet dénommé Ouyital, levons-nous ensemble en Djola. La cérémonie de lancement a eu lieu à Sédhiou en présence des autorités administratives et des acteurs concernés. Voici la correspondance de Paul Bois-Moutouré. C'est parce que la mauvaise gestion des ressources naturelles constitue la cause de 80% des conflits intra- et intervillageois en Casamance et dégrade la cohésion sociale communautaire et la capacité de la communauté à résoudre ces conflits localisés à grande échelle que le CRS Catholique Relief Service a mis en place le projet Ouyital, levons-nous ensemble en Djola. Ce projet est bâti sur la réussite de notre dénommé Renforcer les opportunités communautaires pour la paix et l'égalité en Casamance. Ismaël Diatta est le coordinateur du projet. Le projet SCOP a été déroulé dans la région de Ziguinchor durant 3 ans et donc il a permis aussi de toucher 14 villages et il a aussi eu des résultats très probants. Mais ces résultats de la région de Ziguinchor, on a voulu un peu les mettre au profit des autres régions. Les autres régions, c'est la région de Sédhiou, Kolda et la région de Kédougou. Parce que c'est des régions aussi où on a fait une étude qui a montré que plus de 80% des conflits sont liés à l'exploitation des ressources naturelles. Et ça va permettre un peu à ces différentes régions de mettre en place des leviers qui vont permettre un peu de faire face à ces différents conflits. L'approche people to people sera utilisée pour un bon déroulement de ce projet. C'est une approche, on va utiliser les communautés elles-mêmes pour résoudre leurs conflits. Quand une communauté travaille et avec un peu, on les met ensemble. Quand on met ensemble ces communautés, elles-mêmes peuvent résoudre réellement le problème. Parce que les communautés sont à elles seules à savoir réellement ce qui sous-basse leurs conflits. Si on arrive à les mettre ensemble, et donc je pense que ça permettra définitivement de résoudre pour la plupart les conflits et donc de connaître aussi l'objectif qui les a fait vivre ensemble plus ou moins, de protéger cette ressource naturelle et un peu de pouvoir tirer les ressources un peu de cette ressource qui les a. Financé par l'USAID à hauteur de $1 200 000, Ouyital va durer 36 mois. De CGFM pour la RTS, Paul Bois-Moutouré. Merci Paul Bois-Moutouré. La Sonatel respire la santé financière en annonçant un chiffre d'affaires de 905 milliards de francs CFA en 2016. Et selon un communiqué du groupe, cette croissance est portée par ses filiales à l'étranger qui contribuent à hauteur de plus de la moitié du chiffre d'affaires consolidé. La Sonatel annonce toutefois un résultat net en baisse qui s'établit à 216 milliards de francs CFA, soit une décroissance de 2,4% par rapport à 2015. Sonatel reste toutefois un acteur majeur de la création de richesses dans tous ses pays de présence et particulièrement au Sénégal, selon un communiqué du groupe. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Voilà donc, on va commencer l'actualité internationale par donc le nouveau président somalien qui a prêté serment ce matin dans un hangar sécurisé et aménagé à l'aéroport de Mogadiscio. Mohamed Abdullahi Farmajo devient ainsi le 9e président de la Somalie. Il a été entouré à la tribune de ses 2 prédécesseurs. Il a promis notamment de restaurer la dignité de la Somalie et de reconstruire l'armée nationale. Les présidents kenyans, djiboutiens et le premier ministre éthiopien, entre autres, avaient fait le déplacement dans la capitale somalienne pour cette cérémonie d'investiture. Famine au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir promet un accès sans restriction aux ONG humanitaires. Marianne, il faut souligner que dans ce pays, les efforts des humanitaires sont entravés depuis plus de 3 ans par la guerre pour venir en aide aux populations touchées par la famine. Environ 1 million de Sud-Soudanais risquent la famine dans les prochains mois. Lundi déjà, 3 organisations de l'ONU, UNICEF, FAO, PAM, avaient indiqué que 4,9 millions de Sud-Soudanais, soit 42% de la population totale du pays, avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Amnesty International dénonce les discours de haine de certains dirigeants. Et dans le viseur d'Amnesty, Donald Trump, le président américain qui, selon l'ONG, propage des discours de haine diabolisant certains groupes, une rhétorique toxique qui rend le monde plus dangereux, estime Amnesty. Au total, l'ONU a dénombré 36 pays ayant violé le droit international en renvoyant illégalement
des réfugiés dans des pays où leurs droits étaient menacés. Justement, à propos de Donald Trump, il a déclaré la guerre à l'immigration clandestine. Et justement, également, Marianne, c'est vrai que les clandestins qui bénéficiaient de l'indulgence des autorités américaines sous l'administration Obama ont été prévenus. Presque aucun n'est désormais à l'abri selon les nouvelles consignes édictées par le gouvernement de Trump, concrétisant les promesses de campagne. Un décret du 25 janvier, le département de la sécurité intérieure a autorisé les agents d'immigration et de douane à interpeller la plupart des personnes en situation irrégulière aux États-Unis qu'ils rencontreraient dans l'exercice de leurs fonctions, ne faisant une exception explicite que pour les sans-papiers arrivés enfants sur le territoire américain. Cancer du sein. Une Britannique a été alertée par son bébé qui refusait de téter. Oui, le bébé âgé de 5 mois avait commencé à systématiquement refuser de téter le sein droit de sa maman, Sarah Boiler. Une femme de 26 ans a alors décidé de consulter une spécialiste. Cette démarche lui a potentiellement sauvé la vie puisque les médecins ont diagnostiqué un cancer du sein triple négatif, une forme de maladie agressive et assez rare chez les jeunes patientes. Heureusement pour elle, c'est la fin donc de la première partie de cette édition. On rappelle des titres, Ibrahim Assadi. Cette attaque à main armée signalée dans le département de Kaolack au village de Keur Malik Diaw. 3 personnes dont une femme ont été blessées. Dans leur fuite, les malfaiteurs ont emporté la somme d'1 million de francs CFA. Et puis la suite de l'audition du maire de Dakar devant les éléments de la brigade des affaires générales de la police entendue hier. Khalifa Sall repasse pour s'expliquer sur sa gestion de la caisse d'avance de son institution. Vous avez entendu la correspondance de notre reporter Demba Diawo. Et puis la carte scolaire de Ziguinchor et Sédhiou renforcée. 22 collèges et 8 écoles élémentaires seront construits et équipés dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de l'éducation de base. Dans le monde aux États-Unis, Donald Trump qui durcit la règle et ouvre la voie à l'expulsion massive des sans-papiers puisque aucun n'est désormais à l'abri selon les nouvelles consignes édictées par l'administration Trump. Voilà, donc il est 13h passé de 17 minutes. C'est la fin de la première partie. Tout de suite, le sport, ce sera avec Tanda Khanyaï. Radio Sénégal, les sports. Alors, Tanda Khanyaï, bonjour. Bonjour, Marianne Senghor. On ouvre avec le football. Oui, et dans une part des sports essentiellement dominée justement par le sport roi, les Lionceaux du Sénégal junior sont justement à Ndola, en Zambie depuis hier. Ndola, c'est la ville devant abriter le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 20 ans. Les protégés de Joseph Koto ont eu droit juste aussitôt après leur arrivée à une séance de décrassage. Le Cameroun, adversaire de groupe des Lions du Sénégal, est également sur place. Le Soudan et l'Afrique du Sud sont les autres adversaires du premier tour des Lionceaux du Sénégal. Lundi, le Sénégal, vice-champion d'Afrique de la catégorie, joue contre l'équipe du Soudan. Ce sera son premier match à 13h avant de croiser l'Afrique du Sud et ce sera jeudi 2 mars. Et puis le Cameroun dimanche 5 mars. Dans le football local, parlons des matchs retard de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Oui, ces matchs retard du 11e journée de la Ligue 1 sont programmés du 1er mars au 1er mars prochain. Il s'agit justement des rencontres entre Niary Tally et l'équipe de Djambar de Louga et l'US Gorée face au Jaraaf. Match prévu au stade de Demba Diop. Niary Tally et Gorée étaient ce week-end, le week-end dernier, engagés en Coupe de la CAF, mais également en Ligue des Champions. Et hélas, eh bien, ces deux clubs sénégalais ont été écartés dès le premier tour des préliminaires. À noter que la 12e journée, il s'agit bien sûr de la Ligue 2, eh bien, qui démarre vendredi prochain. Ce sera le 24 février avec la rencontre Dakar-Sacré-Cœur Barguet de Kébémer à Demba Diop. La suite le week-end avec la Ligue 1 également. Nous avons le temps d'y revenir. Voilà, donc on va sortir du Sénégal pour parler des derniers matchs de la Ligue des Champions en Europe. Oui, il s'agit des huitièmes de finale. Allez, ce mercredi, le FC Porto, le club portugais qui reçoit la Juventus du Turin, et puis le FC Séville fera face à Leicester qui donc est mal en point en ce moment. Une équipe de Leicester mal en point en championnat anglais. Des rencontres sont toutes particulières. Je vous propose d'écouter ce décryptage Bassirou Sylla. Porto-Juve, c'est aussi le match des deux plus grands gardiens du millénaire, Gianluigi Buffon et Iker Casillas. Ils se font face 12 ans après. Cela remonte à la fameuse demi-finale Real-Juve. FC Porto-Juventus, l'entraîneur des Bianconeri, noir et blanc, il va en ayant le toupet de se passer des services de son défenseur Bonucci, qui a eu l'outrecuidance de critiquer les choix techniques du coach.
après la facile victoire de la vieille dame 4-1 face à Palerme. Au diatribe de Bonucci, Allegri répond « Tais-toi, tête de nœud, dégage ». Le défenseur central rétorque en des termes indicibles. Il est écarté, même si dans le dispositif de la défense, son rôle est important. Advienne que pourra, même si la défense connaîtra une absence de taille, Allegri dit que son équipe, leader de la Serie A, prépare tranquillement son match. Le FC Porto, qui a également cartonné 4-0 face à Tandela, a le moral au beau fixe. Porto est invincible à domicile en championnat depuis 8 journées. Dans le dernier huitième de finale aller de la Champions League, FC Séville reçoit Leicester. Les Espagnols présentent un groupe de performance de 18 joueurs. Pareja blessé, Mercado suspendu et le Brésilien Ganso non retenu manque à l'appel. Qu'à cela ne tienne, le coach espagnol Jorge Sampaoli entend jouer sur le mental des Fox qui semblent avoir d'autres chats à fouetter que d'avoir en ligne de mire la Champions League. Leicester, 17e de la Premier League, est au bord du précipice. Et pour cause, si Riyad Mahrez et ses coéquipiers perdent à la prochaine journée devant Liverpool, ce sera la fin de la saison pour Leicester qui avait pourtant soufflé le titre de champion d'Angleterre au nez et à la barbe des clubs de premier plan de la Premier League. Leicester, entre le marteau et l'enclume, le FC Séville jouera sans pression ce huitième de finale aller. Voilà, Bassirou Sylla n'a pas douté, des rencontres très équipes, très épiques. Et là, on va dire tant mieux pour les puristes du football. Le coup d'avant, en tout cas, de ces matchs, c'est à 19h45 ce soir. Hier, une folle soirée de football des ligues européennes des champions. Au total, 14 buts ont été marqués dans les rencontres. Manchester City a dominé Monaco 5-3. C'est pour les Citizens, alors qu'Atlético Madrid qui s'est imposé sur le terrain du Bayer Leverkusen chez les Allemands, le score 4-2. La Ligue Europa va se poursuivre demain. Oui, tout à fait. Et le club de Fenerbahçe, celui de Moussa Sow qui reçoit l'équipe des Russes, qui va recevoir les Russes de Krasnodar. C'est en Turquie. Il s'agit des huitièmes de finale. Retour de la Saint-Etienne qui également va accueillir Manchester United. Et seul que 0-4, le club allemand qui va affronter les Grecs de Paosk. La soirée qui va se poursuivre également demain avec un certain Anderlecht, le club belge de Karambouch face au Zénith Saint-Pétersbourg. L'AS Rome qui joue contre Villarreal. Le FC Copenhague, c'est une équipe danoise qui reçoit Ludogorets de Bulgarie. Tottenham qui attend de pied ferme l'équipe de Genk, Belgique. Encore intéressante ces rencontres. Fiorentina, Mönchengladbach et puis Lyon AZ des Pays-Bas. À simple formalité, nous dirons les puristes à ce match retour puisque Lyon l'avait remporté justement en déplacement au match aller 4-0. Voilà, quelques brèves pour terminer, Tandara. Oui, on va commencer par le bus soccer sénégalais qui se prépare sans tambour ni trompette en direction de la Coupe du Monde 2017 aux Bahamas. Depuis près d'1 mois et demi, les protégés de Ngala Sylla vont boucler vendredi 23 février. Il y avait la dernière phase de la première partie de la préparation ici à Dakar. Rappelons que les champions d'Afrique en titre prendront part à cette compétition du 27 avril au 7 mai prochain en vue justement du grand classico de dimanche prochain au Vélodrome Marseille. Les supporters parisiens ne seront pas autorisés à assister à cette rencontre. L'Olympique de Marseille au PSG, une décision prise par les autorités locales en raison du contexte social très tendu qui en ce moment sévit au niveau des Bouches-du-Rhône. Après la dernière note, je vous en tout cas sur cette dernière note, Marianne Senghor, je vous renvoie la balle de football, mais pour vous dire point final, mais surtout, bon appétit puisque vous en avez besoin. Merci Tandara. C'était donc le journal de sport. Tout de suite, la revue de presse. Radio Sénégal, la revue de presse. Et c'est avec Aaron Diouf. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall repasse devant les enquêteurs. Auditionné durant 11 heures, écrit le quotidien sur sa gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall va repasser à 11 heures et à sa sortie, il a clamé la transparence de sa gestion et regrette le tapage médiatique sans précédent visant à le dénigrer et à le décrédibiliser. Le maire de Dakar face aux enquêteurs à la DIC. Les détails d'une audition marathon dans le journal Vox Populi. C'est fait aussi selon l'observateur qui
enfonce Khalifa Sall avec encore des révélations sur cette affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar qui a coûté au maire de Dakar une première audition hier. Surtout cette audition du président du GIE Tabar. GIE renseigne mes confrères de Futurs Médias qui aurait livré le mille et le riche d'une valeur de 30 millions par mois, ce qui a mis à nu la grande opération frauduleuse mise en place pour cacher un détournement présumé convoqué de nouveau aujourd'hui après 11 heures à la DIC hier. Vox Populi évoque ce matin cette confrontation de tous les dangers pour Khalifa Sall. En effet, informe mon confrère, le maire de Dakar va faire face à 3 de ses collaborateurs. Khalifa Sall devant les enquêteurs. La presse parle d'un dur apprentissage de l'opposition. En tout cas, dans ce chaudron, le biétiste de Vox Populi estime que Khalifa Sall va commencer à apprendre que devenir leader politique en vrai, insiste Al-Kham, ne va pas sans quelques aléas, des tracasseries de toutes sortes, surtout que rappelle le commentateur de Walf Quotidien aujourd'hui, ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'histoire politique du Sénégal relève Ibrahima Anne qui est riche d'exemples qui auraient dû chanter aux oreilles des présidents de la République avant d'apposer son impérium sur tout acte du genre. Le quotidien de Front de Terre, dans son analyse avec cette question, Macky Sall a-t-il appris des erreurs? Parce qu'explique mon confrère, pour avoir été victime entre 2008 et 2010 d'une chasse à court, chasse qui aura contribué à le porter au firmament, le chef de l'État, une formation qui, à la vérité, poursuit mon confrère avec ce brin d'ironie, ne peut même pas élire un chef de quartier. Alors, c'est autrement, conseil Ibrahima Anne de Walf, que le président de la République devrait gérer le dossier judiciaire de ses adversaires potentiels ou déclarés. Et puis, mort de Eliman Touré à la police du port, l'autopsie confirme la thèse de la pendaison selon la presse du jour. Et c'est un pan du voile, note Enquête Quotidien, qui s'est levé sur la mort du transitaire décédé dimanche dernier dans les locaux du commissariat du port où il était gardé en vue. Et dans ce duel d'arguments, la famille du défunt, selon l'Observateur Quotidien, qui avait soutenu mort de puce la thèse d'une mort suspecte, réfutant à celle du suicide articulé par la police qui avait publié un communiqué dans ce sens. Alors, le certificat de genre de mort, indique Vox Populi, qui est plus que déterminant dans cette affaire, a en effet conclu que le défunt est mort d'une asphyxie mécanique par pendaison ayant occasionné une luxation de rachis cervical, un document qui, a priori, espère enfin mon confrère, devrait clore le débat sur la mort controversée d'Eliman Touré. Là donc, Aaron Diouf, merci pour la revue de presse. Merci, chers auditeurs. C'était donc le journal de 13h. Vous aviez à la présentation Marianne Senghor, à la partie technique Amadou Ndiaye, au CEDEM Oumar Sow. Merci donc et passez une très bonne journée.